Tu devrais dormir dans la petite pièce, maman. C'est plus simple pour tout le monde. Cette phrase, dite sans colère, presque doucement, fut le signal. Je l'ai entendue comme on entend un verrou qu'on tourne lentement de l'autre côté d'une porte. C'était le soir de mes 75 ans. Il venait de m'offrir une boîte de biscuits. Un cadeau pratique, disait-il, pour accompagner mes tisanes. Mais derrière le sourire de ma belle-fille, je sentais déjà l'arrangement invisible. On me rangeait comme une chose. Je n'ai rien dit. J'ai simplement pris le plateau, j'ai remercié, et j'ai vu dans les yeux de mon fils une lueur que je n'avais jamais connue, celle de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. Une décision qui me concernait, mais qu'on n'allait pas me demander d'approuver. Le dîner avait été silencieux. On avait parlé de leur nouveau canapé, des travaux de la terrasse, de leur voyage à Lisbonne, jamais de moi. Pas une fois, mon nom n'avait traversé la table, sinon pour demander « Maman, tu veux encore un peu de soupe ?» J'étais là, mais déjà effacée du décor. Dans l'assiette, le velouté avait refroidi. Je fixais la cuillère et je me souvenais de tous les repas où c'était moi qui servais, moi qui coupais le pain, moi qui remplissais les verres en riant. À présent, on remplissait pour moi. Le glissement était imperceptible, presque tendre, comme si la dépossession pouvait se faire poliment. Après le dessert, Julien s'était levé pour débarrasser. Il avait mis sa main sur mon épaule, un geste mécanique, et dit d'une voix douce « On a réfléchi, maman. Ce serait mieux que tu dormes dans la petite pièce, près du couloir. Tu seras plus tranquille. » Plus tranquille. Je me suis demandé si c'était vraiment de la tranquillité qu'il me souhaitait ou du silence. Je me suis levée à mon tour, sans un mot, et j'ai suivi la lumière du couloir. La petite pièce. C'était autrefois le bureau de Julien, là où il rangeait ses dossiers quand il travaillait encore de la maison. On y avait mis un petit lit pliant, une lampe sans abat-jour et un rideau trop court. Une odeur de renfermé y flottait, mélange de papier et de poussière. Je me suis assise au bord du lit. Sur le mur, un calendrier indiquait encore 2019. Je l'ai regardé longtemps, ce chiffre arrêté dans le temps. 2019, c'était avant qu'ils m'invitent à venir quelques mois. Chez eux, le temps que je me remette de ma chute. Quelques mois. Cela faisait déjà 3 ans. Je n'avais jamais osé réclamer quoi que ce soit. Je croyais leur rendre service en me faisant petite, en disant toujours merci, en ne dérangeant pas. Mais ce soir-là, tout ce que j'avais accepté, s'était empilé en silence dans ma gorge. La petite pièce n'était pas un geste de confort, c'était une délimitation, une frontière entre eux et moi. Je me suis allongée, les mains croisées sur la poitrine. Le plafond avait des fissures en forme d'étoile. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu, dans la pièce d'à côté, les rires étouffés de Julien et de sa femme. Leur bonheur avait la légèreté de ceux qui se sentent propriétaires de tout même de leurs parents. Une larme m'a échappé, mais sans bruit. Je me suis promis qu'ils ne m'entendraient jamais pleurer. Je savais que ce serait ma première nuit d'exil. Je ne pouvais pas encore le formuler, mais quelque chose s'était définitivement déplacé. Ma place, mon rôle, mon droit d'exister autrement qu'en décor. Sur la table de chevet, j'ai trouvé un verre d'eau et un petit mot, écrit d'une écriture appliquée. « Bonne nuit, maman. Repose-toi bien. On t'aime. » 3 mots polis, presque administratifs. Je les ai relus plusieurs fois, comme on examine un contrat avant de signer. Ce « on t'aime » m'a paru aussi vague qu'une signature photocopiée. Le silence de la maison s'est épaissi. Je sentais mon cœur battre contre les draps. Dehors, un chien aboyait dans le quartier, puis plus rien. Je me suis levée, pieds nus, et j'ai ouvert la fenêtre. L'air de la nuit sentait la pluie et les feuilles mouillées. Au loin, les lampadaires dessinaient un chemin doré vers la route. Je me suis surprise à penser. Et si je partais, maintenant? Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'étais comme ces femmes qui pressentent la tempête mais restent assises, à observer le ciel. J'ai pris mon carnet dans le tiroir, celui que je tenais depuis toujours. J'ai noté la date, l'heure et la phrase exacte. Tu devrais dormir dans la petite pièce. Je ne savais pas pourquoi j'écrivais cela, sinon pour ne pas oublier. L'oubli, c'est la première forme d'effacement. Puis j'ai ajouté une ligne. Je crois qu'ils m'ont déplacé pour commencer à me remplacer. Quand je me suis recouchée, j'ai senti quelque chose de nouveau. Une forme de calme froid, précis, comme une lame sous la peau. Ce n'était pas encore de la colère, pas encore de la révolte. C'était le début d'une lucidité.
et dans cette lucidité, une promesse muette. Si un jour on me force à dormir dans la petite pièce, je saurai encore trouver la porte de sortie. Il s'appelle Julien. Je l'ai élevé seul pendant 9 ans, après l'accident de son père sur la nationale de Limoges. C'était un matin d'hiver, brumeux, un de ces jours où la route colle au ciel et où les phares semblent flotter dans le vide. Quand les gendarmes sont venus frapper à ma porte, j'ai compris avant qu'ils ne parlent. Je me souviens du carrelage froid sous mes pieds, du bruit de la pendule qui continuait de battre comme si de rien n'était. Depuis ce jour-là, chaque minute de ma vie a été calculée pour que mon fils, lui, n'ait jamais à connaître le manque. Nous tenions alors une petite mercerie à Saint-Thiriet. Le magasin sentait la laine, le savon de Marseille, et parfois le café froid que je buvais entre 2 clientes. J'avais repeint la vitrine en bleu clair pour donner un peu de gaieté à la rue principale. Le matin, j'ouvrais à 8 heures pile, avec ce même geste, lever le rideau de fer en priant qu'il ne se bloque pas. Les clientes entraient avec leur panier d'osier, parlaient des mariages à venir, des naissances, des draps qu'il fallait rapiécer. Elles disaient souvent « Madame Louise, vous avez des doigts d'or ». Mais ces doigts d'or, le soir, tremblaient de fatigue. Julien faisait ses devoirs derrière le comptoir, dans la chaleur des lampes à filaments. Il posait ses cahiers à côté des pelotes, et je l'entendais murmurer ses leçons d'histoire pendant que je cousais. Il avait une manière très sérieuse de froncer les sourcils, comme un petit vieil homme. Parfois, il levait la tête et me disait « Tu sais, maman, plus tard je construirai des maisons. Comme ça, tu n'auras plus à en payer une. » Et je riais, ému, sans deviner à quel point ces mots-là prendraient un jour une résonance cruelle. Les années passaient, rythmées par les saisons et les inventaires. Chaque Noël, je décorais la vitrine avec une guirlande électrique un peu bancale. Les enfants s'arrêtaient devant, émerveillés, et Julien m'aidait à suspendre les boules dorées. C'était une vie modeste, oui, mais pleine de sens. Nous n'avions pas grand-chose, mais tout ce que nous possédions portait nos empreintes. Quand il a eu 10 à 8 ans, je lui ai dit « Va à Bordeaux, étudie. Ne reste pas ici, Julien. » Il ne voulait pas me laisser seul. Mais je l'ai poussé à partir, à prendre sa place dans le monde. Je croyais que c'était cela, aimer, s'effacer pour que l'autre grandisse. Les premières années, il rentrait tous les week-ends. Il apportait des livres, des histoires, des idées nouvelles. Je préparais des gratins, je lavais son linge, et je notais sur un petit carnet ses dépenses pour l'aider à gérer son budget. Je gardais même les reçus, au cas où, par prudence. Ce petit carnet, je l'ai encore aujourd'hui. Il sent la poussière et le savon sec, mais il contient toute la preuve silencieuse d'un amour appliqué. Quand il a eu son diplôme d'ingénieur, je me suis dit « C'est fini, on a gagné ». Je me souviens du jour de la cérémonie. Il portait un costume bleu marine, trop grand pour lui, et un sourire que je n'avais jamais vu. Je pleurais dans la foule, serrant contre moi mon vieux sac en cuir. Je me répétais « Il est sauvé, on est sauvé ». Alors, j'ai pris une décision qui me semblait juste. J'ai vendu la mercerie, fermé les rideaux bleus pour la dernière fois, et j'ai acheté une petite maison à la sortie de Saint-Thiriet. Une maison simple, avec un jardin de lilas et une cuisine jaune. Je l'ai achetée pour ma retraite, mais je me disais qu'elle serait un jour à lui. Alors, j'ai mis son nom sur l'acte pour lui faciliter la succession. C'était, pensais-je, une preuve d'amour, un geste de mère. Je n'avais pas encore compris qu'un jour, cela deviendrait une preuve contre moi. À l'époque, on ne se méfiait pas. Les notaires vous tendaient les papiers, on signait avec confiance, sans lire chaque ligne. Julien me disait « Ne t'inquiète pas, maman, ce sont des formalités. » Et moi, j'avais ce réflexe naïf de croire que la chair de sa chair ne pouvait pas se retourner contre vous. On croit toujours que la loyauté est héréditaire. Les années suivantes furent belles. Il s'est marié avec Claire, une jeune femme douce, au rire clair comme l'eau. Je l'aimais bien. Elle venait souvent à la maison, apportait des fleurs, m'aidait à ranger la vaisselle. Je me souviens du premier dimanche où elle a préparé le repas. J'avais ressenti une drôle de fierté, comme si ma maison continuait à vivre à travers eux. Puis est venue la naissance de leur fille, Lucie, mon unique petite fille. Je l'ai portée dès sa première nuit. Sa peau sentait le lait chaud et la promesse. Je me suis dit, voilà, ma vie n'aura pas été vaine. J'avais gardé pour eux une boîte en fer, celle que tenait ma mère avant moi. À l'intérieur, des bijoux sans valeur, des photos,
Un petit carnet où j'avais noté chaque dépense depuis la naissance de Julien, ses chaussures, ses voyages, ses études, jusqu'au moindre ticket de train. Ce n'était pas du contrôle, non. C'était ma manière de garder trace de l'amour. Un amour compté, non pas en argent, mais en effort. Quand ils ont voulu m'accueillir chez eux, quelques années plus tard, je n'ai pas résisté. J'avais des douleurs au dos, le jardin me fatiguait, et la solitude commençait à peser. Julien avait insisté. « Viens, maman, on sera mieux ensemble, on s'occupera de toi. » J'ai fermé ma maison en croyant que j'allais vers plus de chaleur. Je ne savais pas que je quittais ma souveraineté. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, je revois cette mercerie bleue, les doigts tachés de fil, les odeurs de savon. Tout ce que j'ai bâti pour lui avec patience et amour. Et parfois, une phrase me traverse comme une lame. Ce que j'ai donné, on l'a transformé en possession. Mais au fond de moi, malgré la trahison, je n'arrive pas à regretter. Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour aimer. Et aimer, même mal récompensé, n'a jamais été une erreur. Tout a commencé doucement, comme un robinet qu'on ferme sans qu'on s'en aperçoive. Des clés qu'on déplaçait pour éviter que tu les perdes. Des papiers qu'on classait ailleurs pour t'aider. Un compte bancaire qu'il proposait de simplifier. Et toujours cette phrase qui tombait comme une goutte froide. On s'occupe de tout, maman. Je notais tout dans un carnet ligné. Les dates, les gestes, les mots, pas par méfiance, par besoin de mémoire. Je me disais, le jour où je douterai de moi-même, ces lignes me serviront de boussole. Le soir, dans la maison qu'ils appelaient désormais chez eux, je pliais encore le linge à la manière d'autrefois pour me rappeler que j'avais existé autrement qu'en invité toléré. Le linge, c'était ma résistance. Une façon de continuer à ordonner le monde. Au début, Claire me laissait faire. Puis un jour, elle m'a dit, en rangeant les serviettes, « Tu sais, maman, je préfère quand je les plie moi-même. Comme ça, tout est assorti. » J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est froissé plus profondément qu'un drap. À table, je sentais qu'on m'écoutait de moins en moins. Quand je parlais d'un souvenir, d'un voisin, d'un plat d'autrefois, Julien levait à peine les yeux. « Oui, maman. Mais ça, c'était avant. Avant. Comme si j'étais un vestige d'un temps révolu, une carte postale fanée qu'on garde par politesse. » Ils avaient installé la télévision dans le salon, juste à côté de ma chaise. Chaque soir, ils laissaient les infos défiler à plein volume, puis une série, puis le silence des écrans. Je ne disais rien. Je tricotais en écoutant le bruit de leur vie moderne. Mais je savais que, petit à petit, ma voix disparaissait dans ce brouhaha. Un jour, Julien a voulu s'occuper de mes papiers. « Tu sais, maman, toutes ces choses-là, c'est compliqué maintenant. On peut faire les démarches en ligne. Ce sera plus simple. » Il a pris mon dossier, mon carnet, et il a tout mis dans une chemise neuve. J'ai regardé cette chemise blanche avec une étrange impression, celle d'un linceul administratif. Le soir, j'ai recopié les numéros de mes comptes sur une feuille que j'ai glissée dans mon sac, au cas où. Les petites humiliations ne sont jamais spectaculaires. Elles s'infiltrent dans le quotidien comme une brume. Un jour, on vous propose de laver votre tasse parce que l'eau est trop chaude. Un autre, on vous reprend votre courrier pour vérifier qu'il n'y a pas d'arnaque. Puis on vous dit gentiment, « Tu sais, maman, tu n'as plus besoin de te fatiguer à faire les courses. » On commande tout en ligne. Alors vous réalisez que même votre marche hebdomadaire au supermarché, ce petit voyage vers le monde, vous est retiré. Je n'étais plus une mère, ni même une invitée. J'étais devenue une responsabilité, un point à gérer dans leur agenda. Julien parlait souvent de logistique. « Il faut qu'on s'organise, Claire. » Maman a son rendez-vous médical à 15 heures et j'ai ma réunion à 16. J'entendais mon nom mêlé à des horaires, à des contraintes, à des soupirs, et je me disais, voilà comment on devient un dossier. La maison elle-même semblait me repousser. On avait remplacé mes rideaux par des stores gris plus modernes. Mes assiettes à fleurs avaient disparu du placard. Je les ai retrouvées dans un carton au garage, étiqueté vaisselle ancienne. Un soir, j'ai voulu faire un gâteau pour Lucie. Claire m'a souri avec douceur. « Oh, maman, laisse, on a déjà prévu un dessert bio. Bio, moderne, correct. » J'étais devenue, moi, la chose à éviter. Trop sucrée, trop lente, trop d'avant. Alors j'ai commencé à me taire. Non pas par résignation, mais pour observer. Le silence est une loupe. On entend tout mieux quand on ne parle plus.
J'ai noté les dates, les attitudes, les phrases clés. Le 3 mars, Julien a changé le code de la boîte aux lettres sans me le dire. Le 10 mars, Claire a rangé mes médicaments dans une boîte qu'elle garde dans la cuisine. Le 22 mars, ils ont parlé à voix basse dans le salon. J'ai entendu mon prénom, puis le mot tutelle. Je ne comprenais pas encore tout, mais je sentais qu'un engrenage s'enclenchait. Leur ton restait doux, mais chaque gentillesse avait un goût d'isolement. Lucie, ma petite fille, était la seule à me regarder encore avec innocence. Elle venait dans ma chambre, dessinait sur mon lit, me demandait « Mamie, pourquoi tu notes tout dans ton carnet ?» Je répondais « Parce qu'il faut se souvenir, ma chérie. Sinon, les autres décident à ta place de ce que tu as vécu. » Elle riait, sans comprendre, et ça suffisait à m'apaiser pour quelques heures. Le dimanche, il recevait des amis. Je restais dans la cuisine, à essuyer les verres. Parfois, quelqu'un me lançait un « Ça va, Madame Louise ?» sans attendre de réponse. Je devenais transparente, une ombre polie. Et pourtant, dans mon silence, je veillais. Je crois que c'est ce qui les dérangeait, que je continue à observer, à noter, à exister en témoin. Ils auraient préféré que je perde la mémoire, que je laisse passer les jours sans date ni mot. Mais j'ai toujours eu ce réflexe. Quand quelque chose m'échappe, j'écris. L'écriture, c'est ma façon de reprendre la main, même sur ma propre disparition. Un soir, Julien est entré dans ma chambre sans frapper. Il a vu mon carnet ouvert sur la table et a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je lui ai dit calmement « Ma mémoire ». Il a souri, un peu gêné. « Tu n'as pas besoin de noter tout ça, maman. On est là, tu sais. » Oui, ils étaient là, mais pas du côté où je regardais. Après son départ, j'ai ajouté une phrase. Leur présence a la forme d'une absence organisée. C'est ce soir-là que j'ai compris. Ils ne me volaient pas seulement mes objets ou mes décisions, ils m'enlevaient le droit d'être indispensable. Et quand une mère n'est plus utile, elle devient tolérée. La tolérance, c'est une politesse qui dure jusqu'au premier désaccord. Je sentais que le mien approchait, mais je n'avais pas peur. J'avais mon carnet, ma lampe et cette certitude muette. Un jour, toutes ces petites humiliations formeraient une preuve. Pas seulement devant la loi, devant ma propre conscience. Un matin de mars, je découvris, sur la table de la cuisine, une chemise grise avec mon nom. À l'intérieur, une demande de tutelle. Ils l'avaient préparée avec leur avocat pour me protéger, disait-il. Je n'ai pas crié. J'ai simplement pris la feuille et j'ai lu. Madame L n'est plus en mesure de gérer ses affaires personnelles avec discernement. Ces mots-là avaient un goût métallique. Chaque syllabe sonnait comme une porte qui se referme. Je les ai relus plusieurs fois, lentement, pour être sûre de comprendre. Puis j'ai posé mes lunettes sur la table et j'ai senti quelque chose se briser en moi, pas une émotion violente, non. Plutôt une fissure nette, froide, irréversible. J'ai compris alors que mon silence leur avait servi de preuve. Mon calme, mon âge, mes hésitations, tout devenait matière à dépossession. Ce que je croyais être de la confiance, ils l'avaient lu comme une faiblesse. Ce que je pensais être une pudeur, ils l'avaient interprété comme de la sénilité. Je suis sortie dans le jardin. Il pleuvait sur les hortensias. Des gouttes épaisses, lourdes, qui faisaient plier les tiges. Je me suis dit, voilà ce que je suis devenue à leurs yeux. Une plante fatiguée qu'on redresse avec un tuteur. Mais moi, je n'avais jamais demandé à être redressée. Je me suis assise sur le banc, le dossier dans les mains. Le papier se gondolait sous la pluie. Je l'ai laissé se mouiller exprès, comme s'il devait boire ma colère pour en être marqué. Au fond du jardin, j'entendais Claire parler au téléphone. Sa voix avait ce ton pratique, maîtrisé. « Oui, maître, on a préparé tous les justificatifs. » Oui, elle est encore autonome, mais vous savez, parfois, elle oublie. Oui, bien sûr, c'est pour son bien. Pour son bien. J'ai eu envie de rire. Un rire sec, presque animal. J'aurais préféré qu'ils me disent « c'est pour notre confort ». Au moins, cela aurait eu le mérite de la vérité. Je suis restée là longtemps, trempée, à regarder la terre boire l'eau et les pétales s'écraser sous la pluie. Tout semblait fondre, sauf ma décision. Je ne laisserai personne écrire ma disparition administrative. Je suis rentrée dans la maison, sans faire de bruit. Sur le buffet, il y avait un vase vide, un courrier ouvert et une enveloppe à en-tête d'avocat. Je l'ai glissé discrètement dans mon sac. Je savais que dans ces papiers, il y avait les preuves de ce qu'ils préparaient depuis des mois.
la gestion de mes biens, la fermeture de mes comptes, peut-être même la vente de ma maison. Ils avaient tout planifié méthodiquement, poliment. Julien est arrivé derrière moi, l'air gêné. « Maman, je voulais t'en parler ce soir. Ce n'est pas ce que tu crois. On veut juste t'aider, t'éviter les soucis. » Je l'ai regardé. Son visage n'était pas cruel, juste sûr de lui, sûr de son bon droit. C'est ce qui m'a fait le plus mal. « T'aider, dis-tu » ai-je murmuré. Il a hoché la tête, sincère, presque attendri. « Oui, maman, tu n'imagines pas comme c'est compliqué, toutes ces démarches. Et puis, si un jour tu tombes malade, au moins, tout sera prêt. » Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de poser la main sur la chemise grise et de dire calmement « Vous auriez dû me demander avant d'écrire ma mort. » Il n'a pas compris. Il a soupiré, comme on soupire devant une enfant têtue, puis il est sorti. La porte s'est refermée doucement, mais dans ce bruit, j'ai entendu le mot fini. Le reste de la journée s'est déroulé dans un silence glacial. Claire ne m'a pas adressé la parole. Elle a préparé le dîner en fredonnant, comme si rien n'avait été dit. Je me suis installée dans la petite pièce et j'ai commencé à relire le dossier, ligne par ligne. À la rubrique « Témoins », j'ai reconnu 2 noms, leurs voisins, un couple qui me saluait à peine. On les avait fait signer. Dans la section « Observation médicale », un médecin que je ne connaissais pas avait coché la case « Altération partielle du jugement ». Je suis restée figée. Julien avait donc fourni des documents, inventé des oublis, des confusions. Mon fils. J'ai refermé la chemise, lentement, et j'ai posé ma main dessus comme sur un corps encore chaud. Ce dossier, c'était la preuve de leur plan. M'effacer sans heure, m'enfermer sous prétexte d'aide. Mais au fond de cette trahison, je sentais naître une force nouvelle froide, méthodique, juridique. Je savais que la loi avait 2 visages, celui qu'il brandissait contre moi et celui que je pouvais encore invoquer. Et j'allais le faire. Je me suis levée, j'ai allumé la lampe de la cuisine et j'ai pris mon carnet. J'ai noté. Aujourd'hui, 14 mars. J'ai trouvé le dossier. Tutelle en préparation. Preuve recueillie. Décision, agir. Puis j'ai ajouté. Ne rien dire, observer, construire. C'était la première fois depuis longtemps que je sentais à nouveau mon cœur battre avec précision. Pas de panique, pas de larmes, une pulsation froide, claire. La même que celle que j'avais eue autrefois, le jour où j'avais signé l'achat de ma maison. Ce jour-là, j'avais agi pour bâtir une vie. Cette fois-ci, j'allais agir pour la reprendre. Les jours suivants furent faits d'insomnie et d'eau chaude. Je restais assise sur le lit, le carnet sur les genoux. Je revoyais ma vie comme un film en noir et blanc. Les aiguilles, les factures, les veilles de Noël. Tout ce que j'avais donné se transformait en pièces à conviction contre moi. Je dormais par fragments, entre 2 gorgées de tisane. Chaque nuit, la maison respirait sans moi. Je l'entendais vivre à travers les murs, le lave-vaisselle, les pas étouffés dans le couloir, le murmure d'une télévision trop lointaine. Et dans ce rythme étranger, je sentais peu à peu que ma vie ne m'appartenait plus. Je me suis posé 1000 questions. Où avais-je cessé d'être une mère pour devenir une charge? Pourquoi n'avais-je jamais signé pour comprendre? Et surtout, jusqu'où va l'amour quand l'autre commence à compter? Je ne cherchais pas la vengeance. Je voulais comprendre le mécanisme, cette bascule silencieuse où l'affection se transforme en gestion. Il n'y a pas de bruit quand l'amour se dégrade. Il se dilue dans les phrases pratiques. On s'en occupe, c'est pour ton bien, ne t'inquiète pas. Et moi, j'avais pris ces phrases comme des gages d'attention. Je ne savais pas qu'elles étaient déjà des barrières. Chaque matin, je me levais avant eux, pour avoir encore 1 heure de solitude. Je buvais mon café debout, dans la cuisine froide. Le bruit de la bouilloire était devenu mon unique conversation. Je regardais le jour se lever sur le jardin détrempé, et je pensais, ce matin, je ne suis encore la responsabilité de personne. Le carnet, lui, ne me jugeait pas. C'était mon allié silencieux, la seule chose que je pouvais encore posséder, sans qu'on m'en discute la légitimité. J'y notais tout, les démarches qu'il prévoyait, les noms sur les courriers, les dates, les attitudes, les silences. Chaque mot était un fil, et ensemble, ils tissaient ma reconquête. Un soir, je me suis surprise à relire d'anciennes lettres de Julien, celles qu'il m'envoyait depuis Bordeaux quand il était étudiant. Elles sentaient encore l'encre et la jeunesse. Il écrivait « Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais, maman.
Tu es ma force. Ces mots-là, je les avais gardés dans une boîte, sous mes foulards. Je les ai relus à voix basse, et j'ai pleuré pas de tristesse, mais de lucidité. Ce garçon-là m'aimait vraiment. Celui d'aujourd'hui s'était laissé façonner par la peur, la fatigue, le confort. Je me suis dit qu'il fallait que je sépare l'homme qu'il est devenu du fils que j'avais élevé. C'est la seule manière de ne pas le haïr. La nuit suivante, j'ai rangé mes papiers. J'ai trié, daté, classé. Chaque document que je tenais dans les mains me rappelait une étape. Le contrat de la mercerie, la vente de la maison, la donation. Tout était écrit. Tout avait une trace. Et dans le droit, les traces sont plus fortes que les discours. Je me suis rendu compte que ma plus grande erreur avait été la confiance aveugle. La confiance est un mot tendre, mais dangereux. Elle donne à l'autre les clés du récit. Et celui qui tient le récit détient le pouvoir. Alors, j'ai décidé de réécrire le mien. La réponse vint dans un geste simple. J'ai repris mon stylo. Écrire, c'était redevenir sujet. Je me suis dit, je ne crierai pas, mais je signerai autrement. J'ai commencé à rédiger une lettre, non pas une plainte, mais une sorte de testament de vigilance. Une lettre adressée à moi-même, que j'ai datée et signée. Elle commençait ainsi. Je ne suis pas folle, je ne suis pas faible. J'ai simplement cru qu'aimer suffisait à protéger. Puis j'ai décrit tout, dans un style sec, presque juridique. La chemise grise, les conversations à voix basse, les signatures suspectes. Je savais que cette lettre, un jour, serait utile. Pas pour convaincre les autres, mais pour me rappeler que j'avais résisté. Les jours suivants, je suis sortie marcher dans le quartier. Le vent sentait la terre mouillée et la fin d'hiver. Je passais devant les vitrines, les couples, les enfants qui couraient. J'étais invisible, et pourtant plus présente que jamais. J'avais retrouvé cette chose que la peur éteint, la conscience aiguë d'exister. Une nuit, vers 3 heures du matin, je me suis levée et j'ai allumé la lampe de chevet. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient un peu, mais pas de vieillesse, d'énergie. Ce tremblement-là, je le reconnaissais, c'était le même que lorsque j'avais signé mon premier crédit, quand j'avais 30 ans. Le signe qu'une décision mûrit. Je me suis regardée dans le petit miroir ovale au-dessus de la commode. Le visage qui me renvoyait mon reflet n'était ni celui d'une victime, ni celui d'une folle. C'était celui d'une femme qui s'apprête à comprendre la loi. Et je me suis dit, s'ils veulent m'administrer, je leur répondrai par l'administration. S'ils veulent me protéger, je me protégerai par le droit. Le lendemain, j'ai pris un agenda et j'y ai noté. Chercher un notaire indépendant. Prendre rendez-vous avant fin mars. En dessous, j'ai ajouté une phrase, comme un serment. Ce n'est pas la colère qui sauve, c'est la méthode. J'ai refermé le carnet, rangé la tasse vide et j'ai ouvert la fenêtre. L'air du matin sentait la décision. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur de vieillir. 3 semaines plus tard, ils ont reçu la lettre du notaire. L'acte de donation, annulé. La maison, replacée sous mon nom. Leur demande de tutelle, classée sans suite. Et le compte qu'ils croyaient gérer, clôturé. Je n'étais pas là pour voir leur visage, mais Maître Pereiro m'a dit « Ils ont eu l'air de tomber d'une falaise invisible. » Je n'ai rien ajouté. La vengeance n'était pas la mienne. C'était celle du droit. Leur silence fut ma victoire. Et leur colère ma preuve. Depuis ma petite chambre à Saint-Jean-de-Luz, j'ai suivi la suite à distance. Le notaire m'écrivait, chaque semaine, des comptes rendus précis, sans emphase. Les actes sont enregistrés. Le compte bancaire est transféré. Le dépôt de plainte pour tutelle abusive a été refusé. Tout cela tenait en quelques phrases sèches. Mais entre les lignes, je sentais les secousses. La colère de Julien, les reproches de Claire, l'humiliation publique devant leurs amis. Ils avaient voulu m'administrer. C'était eux désormais qui devaient rendre des comptes. Un matin, j'ai reçu un appel de leur avocat, un jeune homme courtois, mais nerveux. « Madame Delair, mes clients s'interrogent sur votre départ. Ils sont inquiets. Pourriez-vous envisager un entretien de médiation ?» Sa voix tremblait un peu. Je lui ai répondu calmement. « Vous leur direz que je vais bien et que la médiation, je l'ai déjà signée avec la loi. » Puis j'ai raccroché. Je n'ai plus entendu parler d'eux pendant plusieurs semaines. Le silence s'était installé, dense, presque religieux. Je savais que, dans ce silence, ils tentaient de reconstituer leurs repères. Mais une fois qu'une mère s'est retirée, la maison se dérègle.
Ce qu'ils appelaient organisation reposait, sans qu'ils le sachent, sur ma présence silencieuse. J'ai appris par Maître Pereiro que Julien avait pris un congé pour raisons personnelles. Il avait perdu un contrat important à cause de l'affaire. Claire, elle, avait été hospitalisée brièvement pour épuisement nerveux. Ils avaient voulu la maîtrise. Ils avaient récolté la perte. Je ne me réjouissais pas. Il n'y avait pas de triomphe dans ma solitude. Seulement une justice froide, exacte, comme un bilan de fin d'exercice. Certains soirs, pourtant, le doute revenait. Je me demandais si j'avais été trop loin, si j'aurais pu parler, expliquer, pardonner. Mais dès que j'ouvrais mon carnet et relisais leurs phrases « c'est pour ton bien », on s'occupe de tout, la culpabilité s'éteignait. Ce n'était pas moi qui avais commencé la guerre. J'en avais seulement stoppé l'avancée. La première lettre de Julien est arrivée fin juillet. Une enveloppe blanche, sans adresse manuscrite, juste son prénom, tapé à la machine. À l'intérieur, quelques lignes. « Maman, je ne comprends pas pourquoi tu as tout détruit. Tu aurais pu me parler. Tu n'as plus confiance en moi ?» J'ai relu la lettre plusieurs fois. Chaque phrase semblait écrite depuis un monde où la responsabilité n'existe pas. Je ne lui ai pas répondu. Le silence était ma seule langue exacte. 2 semaines plus tard, une deuxième lettre, plus courte. Je suis passé devant ta maison. Tout est fermé. C'est triste. Reviens. J'ai déchiré l'enveloppe, sans colère. Il voulait que je revienne dans la cage, sous prétexte de tendresse. Mais je savais, on ne revient pas là où l'on a dû fuir pour exister. Pendant ce temps, moi, j'apprenais à vivre autrement. Je faisais mes courses au marché, je préparais des confitures de figues, j'écrivais chaque matin à la même heure. Je me sentais vieille, certes, mais pas finie. Vieille, c'est avoir du recul, finie, c'est avoir renoncé. Et moi, je n'avais renoncé à rien, sauf à leur dépendance. Parfois, en buvant mon café sur la terrasse, je pensais à la maison de Saint-Yriais, celle que j'avais achetée autrefois pour eux. Je savais qu'elle redevenait mienne, par la seule force d'un acte signé, mais au fond, ce n'était pas la pierre que j'avais récupérée, c'était ma légitimité. Ce mot, légitime, résonnait en moi comme un battement de cœur. Je relisais souvent une phrase de Maître Pereiro, prononcée le jour de la signature. Vous venez de remettre la loi à sa juste place, derrière vous et non au-dessus. Cette phrase-là m'avait plus consolée que toutes les excuses possibles. Un matin d'août, j'ai reçu une carte postale. C'était Lucie, ma petite fille. Un dessin d'enfant, un soleil, un chat et un mot simple. Je t'aime, mamie. Papa pleure parfois. Maman ne parle plus beaucoup. J'aimerais te voir. Je suis restée longtemps à la regarder. Les mots d'un enfant sont les seuls qui ne manipulent pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais le soir, j'ai pris une feuille et j'ai écrit « Je t'aime aussi, ma chérie. Un jour, quand tu seras grande, je te raconterai comment le silence peut protéger ceux qui n'ont plus de voix. » Je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai gardé dans mon carnet, à la date du 12 août. Peut être qu'un jour, elle la lira. Le temps a fait son travail. Julien a cessé d'écrire. Claire n'a jamais repris contact. Mais je sais qu'ils pensent à moi, comme on pense à une erreur impossible à effacer. Leur colère s'est transformée en gêne, leur gêne en absence. C'est souvent ainsi que les fautes se paient, non pas par le bruit, mais par le vide. Je vis à distance, tranquille, sans rancune. Je n'ai rien détruit, j'ai seulement remis les choses à leur place. La loi m'a rendu ce que l'amour m'avait pris, et le silence, lui, a tout rétabli. J'ai loué un petit appartement au bord de l'Atlantique, à Saint-Jean-de-Luz. La mer y est grise, bienveillante, et le vent porte des odeurs de sel et de liberté. Le premier matin, en ouvrant les volets, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. L'air marin a cette vertu. Il efface le superflu et polite les cicatrices. Je marche chaque jour sur la digue avec un thermos de café. Les pêcheurs me saluent, les mouettes me frôlent. Je parle peu, mais j'écoute tout. Le bruit des vagues, le rire des enfants, la vie qui recommence. Le monde ne me doit rien, et cela suffit à ma paix. J'ai décoré la table avec une nappe bleue, et sur le rebord de la fenêtre, j'ai posé une bougie. Chaque soir, je l'allume, pour me rappeler que la lumière n'appartient à personne. Cette flamme est devenue mon rituel. Elle brûle pour ce que j'ai perdu, mais aussi pour ce que j'ai retrouvé la maîtrise de moi-même. Les premiers jours, je restais longtemps immobile à regarder la mer. Elle changeait de couleur selon l'heure.
argent le matin, bleu le midi, presque noir la nuit. Je la regardais comme on lit un texte qu'on a déjà vu 1000 fois et qu'on comprend enfin. La mère me parlait un langage ancien, celui de la patience. J'ai repris des gestes simples. Faire les courses, préparer une soupe, lire avant de dormir. Des gestes de femme libre, non de dépendante. Je notais mes dépenses sur une page neuve de mon carnet non plus pour me justifier, mais pour savourer l'exactitude de ma vie. Chaque ligne, chaque chiffre me ramenait à la réalité concrète. Je suis encore capable. Peu à peu, j'ai commencé à écrire des lettres. Pas pour les envoyer, mais pour poser des mots sur ma mémoire. Des lettres à mon mari disparu, à l'enfant que fut Julien, à la femme que j'ai été. Je leur disais, « Je ne vous en veux pas. J'ai seulement cessé d'être utile pour redevenir vivante. » La solitude ne me faisait plus peur. Elle avait cessé d'être un vide. Elle était devenue un espace. Un espace que je remplissais de lectures, de balades, de pensées, de silence. Les voisins m'appelaient la dame du troisième, celle qui sourit toujours doucement. Je crois qu'ils sentaient que mon sourire n'était pas de politesse, mais de victoire tranquille. De temps à autre, ma petite fille m'écrit. De son écriture encore hésitante, elle me dit « Mamie, je comprends maintenant, tu as eu raison de partir. » Alors je sais que la transmission a commencé. Elle m'envoie des dessins, des collages, parfois une photo de son chat. Je lui réponds en secret, sans envoyer mes lettres. J'y écris les réponses que j'aimerais qu'elle lise un jour, quand elle sera grande. Partir, ma chérie, ce n'est pas fuir. C'est parfois la seule manière de rester droite. Un matin, en rentrant du marché, j'ai croisé une femme de mon âge. Elle portait un cabas de fruits et m'a souri. Nous avons parlé longuement, simplement. Elle s'appelait Mireille, veuve, ancienne institutrice. Depuis, nous marchons souvent ensemble au bord de l'eau. Elle dit que je lui rappelle une héroïne de roman. Je lui réponds que je ne suis pas une héroïne, seulement quelqu'un qui a cessé d'attendre la permission d'exister. L'été a glissé vers l'automne. Les touristes sont partis, les cafés se sont vidés, et la mer a retrouvé sa vraie couleur. Un gris profond, presque sage. Je me sens à ma place dans cette lumière-là, entre la mélancolie et la paix. Chaque matin, j'ouvre la fenêtre et le vent me salue comme une amie fidèle. Je pense encore à Julien, parfois, non plus avec douleur, mais avec distance. Je sais qu'il vit avec le poids de son erreur et qu'un jour, peut-être, il comprendra que ma fuite n'était pas une punition, mais une leçon. Je n'attends pas ses excuses. Le pardon ne dépend pas des mots de l'autre. Il dépend du silence qu'on apprend à tenir sans rancune. Un soir de septembre, j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur, un dessin de Lucie. Un grand soleil au-dessus d'une maison. Sous le dessin, elle avait écrit « Chez toi, c'est joli, mamie ». J'ai souri. Oui, c'est joli non pas parce que c'est neuf ou grand, mais parce que c'est à moi, enfin. Je me suis assise à ma table, la bougie allumée, la mer au loin. J'ai repris mon carnet et j'ai noté « Je n'ai plus peur de vieillir. J'ai seulement peur d'oublier ce que j'ai appris, qu'on peut renaître même après avoir été effacé. » Puis j'ai ajouté, comme un testament à ma propre vie, « Je suis partie sans bruit. » Et dans ce silence, j'ai retrouvé ma voix. Il m'arrive encore de rêver de cette maison, de cette phrase. C'est plus simple pour tout le monde. Mais la simplicité n'a jamais été la justice. Je revois le couloir, les murs clairs, le bruit de leurs pas pressés. Je revois aussi ma petite pièce, ce lit étroit, et la fenêtre d'où je regardais le ciel, comme un carré de liberté suspendu. Dans mes rêves, je ne ressens plus la peur. Seulement la distance, ce mètre invisible qu'il m'a fallu franchir pour exister à nouveau. Parfois, en me réveillant, je crois entendre leur voix dans le couloir. Mais ce n'est que le vent qui passe entre les volets. La mémoire a cette délicatesse. Elle rejoue la douleur en sourdine pour qu'on puisse la supporter. Je ne cherche plus à l'effacer. Je l'écoute. Elle me rappelle d'où je viens et pourquoi j'ai choisi de partir. Je vis seule, mais en paix. Mes journées ont la lenteur des choses justes. Je lis le journal, je marche au marché, je parle aux voisins. On me dit souvent « Vous avez l'air tranquille, madame ». Je réponds « J'ai surtout l'air libre ». Sur ma table, il y a toujours la même nappe bleue, le carnet et la bougie. Chaque soir, avant de fermer les volets, j'allume cette flamme. C'est mon audience silencieuse. Je lui parle parfois comme à un juge bienveillant. Je lui dis « Aujourd'hui, j'ai encore tenu parole. Je n'ai pas haï, j'ai simplement gardé ma dignité.
Le monde continue autour de moi, avec ses urgences, ses appels, ses promesses. Moi, je mesure mes journées non pas en heures, mais en calme. Chaque minute sans colère est une victoire sur ce qu'ils ont tenté de faire de moi, une femme sans voix. J'ai appris que la justice n'a pas toujours la forme d'un tribunal. Elle peut être une table bien rangée, une fenêtre ouverte, une signature qu'on garde, une porte qu'on ferme doucement. Elle se cache dans la constance, celle de ne pas céder, même quand personne ne regarde. Julien n'écrit plus. Mais parfois, à la fin du mois, il dépose un bouquet anonyme dans ma boîte aux lettres. Des fleurs blanches, toujours les mêmes, des lys ou des pivoines. Je n'ai jamais su s'il les choisissait par repentir ou par habitude. Je ne cherche pas à savoir. Je les mets dans un vase, je les regarde se faner. Et je me dis, tout ce qui fane a d'abord été vivant. Maître Pereiro m'a rendu visite cet hiver. Il m'a apporté un dossier à signer quelques formalités, rien d'urgent. Avant de partir, il m'a dit « Vous savez, Madame Delair, peu de gens ont votre courage. On parle souvent de révolte, rarement de dignité. Vous avez choisi la deuxième. » Je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis contentée de sourire. Parce que la dignité ne se revendique pas, elle se pratique. J'ai relu un soir mes anciens carnets. Les pages jaunies, les phrases tremblaient. Je me suis revue, là, dans la petite pièce, écrivant « Je ne crierai pas, mais je signerai autrement. » J'ai souri. Oui, j'ai tenu parole. Et dans cette phrase, aujourd'hui encore, je me reconnais plus que dans n'importe quel miroir. Lucie, ma petite fille, m'appelle parfois. Elle a 12 ans maintenant. Sa voix a changé, plus posée, plus douce. Elle me raconte l'école, les vacances, son chat. Elle ne parle jamais de ses parents, mais je sens qu'elle sait. Les enfants devinent toujours plus que ce qu'on leur dit. Un jour, elle m'a demandé « Mamie, pourquoi tu es partie ?» Je lui ai répondu « Pour que tu saches, plus tard, qu'on peut dire non sans crier. » Elle a ri doucement, puis elle a dit « Alors, tu n'as pas eu peur ?» J'ai répondu « J'ai eu peur, oui, mais j'ai agi quand même. C'est ça, le vrai courage. » Après chaque appel, je reste un moment silencieuse. La voix de Lucie flotte encore dans la pièce, comme un fil d'or entre deux générations. C'est elle, maintenant, la preuve que tout cela avait un sens. La douleur d'hier est devenue la mémoire utile d'aujourd'hui. Je regarde la mer souvent, depuis la fenêtre. Les vagues vont et viennent, imperturbables. Elles m'ont appris le secret de la résistance. Avancer sans bruit, revenir toujours, ne jamais se briser 2 fois au même endroit. Chaque marée me rappelle que rien n'est figé, ni la peur, ni l'amour, ni la solitude. Il m'arrive de croiser des couples âgés sur la digue. Je les observe, bras dessous, bras dessus, marchant lentement. Je ne ressens plus d'envie. J'ai connu la tendresse, la maternité, la trahison et la délivrance. Je ne cherche plus à compléter ma vie, je la contemple. Le soir, avant de me coucher, je range mon carnet sur la table. C'est devenu un geste sacré. Je le ferme comme on ferme un dossier après avoir rendu sa plaidoirie. Je caresse la couverture usée et je murmure. C'est fini. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Puis, je souffle la bougie. La flamme s'éteint dans un petit bruit sec et une odeur douce flotte encore quelques secondes. C'est mon silence, ma signature. Quand je repense à tout cela, je ne vois plus une défaite, mais une trajectoire. J'ai traversé la peur, le mensonge, l'effacement, et je suis arrivé ici, sur cette côte, dans une clarté simple. Il n'y a pas de victoire absolue, seulement la paix d'avoir tenu bon. Et cette paix-là, personne ne peut me la retirer. Je ne suis plus la mère qu'il voulait gérer, ni la femme qu'il pensait faible. Je suis une mémoire vivante, écrite, prouvée. Et c'est assez. Je ferme les yeux. Le bruit de la mer remplit la pièce. Je respire lentement, et je me répète souvent, en rangeant mon carnet sur la table. Le silence peut aussi être une forme de justice.